Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec toujours beaucoup de plaisir que personnellement je viens à vos congrès, que je pense toute l'équipe vient à vos congrès. Et je suis ravie de voir que les 3 participants sont des enseignants du service de médecine interne de Rabat. Et donc que dans le cadre... les diapos et que la médecine interne est très partenaire à vos sessions de formation médicale continue et franchement, ça nous ravit, tant sur ce que nous, on peut partager avec vous que votre retour et ce que vous pouvez partager avec nous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des thrombopénies et de ce que vous pouvez apporter, de ce que moi, je peux vous apporter dans votre pratique du quotidien devant la découverte d'une thrombopénie. Et vous avez bien vu, c'est les thrombopénies parce que c'est vraiment un chapitre... assez impressionnant. Donc sur le plan pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les normes de laboratoire, on est encore à 150 000 plaquettes. La norme, c'est encore au-dessus de 150 000 plaquettes par millimètre cube. Et probablement dans 5 ans, ce chiffre va disparaître au profit de 100 000 gigas par litre. Donc 100 000 plaquettes par millimètre cube va devenir le cut-off bas à partir duquel on va parler de thrombopénie. Donc si vous êtes sur du 120 ou sur 130 000 plaquettes, vous inquiétez pas trop, regardez pas trop le patient. Quand on va être devant une thrombopénie, la stratégie de prise en charge va se faire en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord de se dire, est-ce que c'est une vraie thrombopénie ce que j'ai, ou c'est juste une erreur de laboratoire? On va voir que c'est très facile sur le plan pratique. Après, vous le savez tous, que quand on a une thrombopénie, le risque majeur que va avoir notre patient, c'est le risque de saignement. Et donc, la première des choses sur le plan pratique avec votre patient, c'est de vous assurer quel est le risque hémorragique immédiat et quelle est l'importance de ce risque hémorragique, parce qu'en fonction de ça, eh ben, le déclenchement de la prise en charge est potentiellement différent. Une fois que vous avez fait ça, et bien évidemment en parallèle, eh ben, c'est toujours la même chose, la question d'elle, pourquoi mon patient fait une thrombopénie? Et là aussi, vous allez voir que sur le plan pratique, il y a des petites choses ou des choses standardisées que vous allez pouvoir faire au niveau de vos cabinets. Et enfin, on va voir ensemble quelle est la conduite à tenir et la thérapeutique à mettre en place en urgence. Donc, la première question, c'est une slide et vous allez voir, c'est s'assurer de la réalité de la thrombopénie. D'abord, se dire que quand un malade vient avec un syndrome hémorragique majeur, qu'on va voir sur la slide après, et que sur l'hémogramme, vous avez plus de 70 000 plaquettes, ben vous vous dites que le syndrome hémorragique qu'il a, mon patient, il n'est pas en rapport avec 70 000 de plaquettes. Au-dessus de 50-70 000 de plaquettes, le risque de faire un saignement clinique important est très, très, très faible. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient dans un cadre hémorragique sévère, et que le taux de plaquettes n'est pas à moins de 70 000, dites-vous qu'il y a une discordance quelque part, il faut que je cherche une autre raison pour laquelle mon malade saigne. Ça, c'est sur le plan clinique. Et autre message, c'est que si vous avez un taux de plaquettes entre 70 et 150 000, il y a un élément qui est très important, qui est d'éliminer une erreur technique, qui est le fait qu'on puisse avoir, vous voyez ici, les plaquettes agglutinées à cause de l'EDTA qui est utilisé dans l'anticoagulant du tube, ou alors il y a ce qu'on appelle le satellitisme des polynucléaires neutrophiles. Ce sont des plaquettes qui vont coller aux polynucléaires neutrophiles et qui ne vont pas être comptabilisés par l'appareil. Donc la première des choses, c'est de refaire le prélèvement sur un tube citraté et ou demander à votre biologiste de faire un frottis et de s'assurer qu'il n'y a pas d'agrégat plaquettaire ou d'agglutination des plaquettes sur le polynucléaire neutrophile. En fait, en pratique, cette étape, elle devrait même pas être, vous ne devriez même pas la faire parce que normalement, un biologiste ne doit rendre un hémogramme avec une thrombopénie que s'il a lu le frottis et qu'il vous dit, sur le frottis, je n'ai pas d'agrégat
plaquettaire. Mais si vous n'avez pas ça sur la numération, refaites la numération sur tube citraté ou demandez à votre biologiste de lire le frottis. Deuxième étape, c'est donc la clinique et les circonstances, c'est d'évaluer mon hémorragie. Donc mon patient, il va venir comment pour que je découvre la thrombopénie? Soit il a un syndrome hémorragique et on va voir quel est le syndrome hémorragique de la thrombopénie, soit il doit se faire opérer et je lui ai fait un bilan pré-geste, soit je lui ai fait un bilan dans le cadre d'un diabète débutant ou whatever et je trouve une thrombopénie sur l'hémogramme que j'ai fait. Ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand le taux de plaquettes est supérieur à 50 000, il est difficile d'attribuer le syndrome hémorragique à la thrombopénie. C'est important ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? Il ne faut pas dire qu'à 70 000, un malade qui va avoir des bulles hémorragiques ou qui va avoir une hémorragie sous-conjonctivale ou un purpura diffus, il ne faut pas vous dire « ah, c'est les plaquettes qui lui donnent ça ». Plus de 50 000, on a très rarement un syndrome hémorragique patent. D'accord ? Les signes cliniques apparaissent généralement lorsque le taux de plaquettes est à moins de 50 000, et vous allez voir que ça a un corollaire thérapeutique. Alors, justement, les manifestations cliniques qui vont ramener les patients, c'est le syndrome hémorragique de la thrombopénie. C'est un syndrome hémorragique qu'on rencontre dans le cadre des troubles de l'hémostase primaire. C'est essentiellement le purpura. Essentiellement le purpura. Il est pétéchial, c'est-à-dire que ce sont les tout petits points, échymotiques, un petit peu plus gros, amphibis, nécrotiques, surtout non infiltrés. Surtout non infiltrés. C'est-à-dire quand vous passez la main dessus, vous ne sentez pas d'aspect maculeux. Vous pouvez avoir aussi des ecchymoses ou des hémorragies muqueuses. Ça, c'est le syndrome hémorragique standard, classique d'une thrombopénie. Par ailleurs, pour des thrombopénies plus importantes, vous pouvez avoir un syndrome hémorragique plus grave avec des hémorragies qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Et on va le voir sur les photos, avec des bulles hémorragiques buccales, des bulles dans la bouche, des hémorragies viscérales, ou voire une hémorragie cérébro-méningée qu'il faudra essayer de détecter en infraclinique par la surveillance du fond d'œil. Je vous montre les photos. Vous voyez, ça c'est un purpura. Là, il y a de l'échymotique ou du pétéchial. Alors, dans la définition du purpura, c'est quelque chose qui ne disparaît pas à la vitropression, mais comme on n'a jamais de vitre dans notre poche, quand on examine les malades, en fait, il suffit de tirer la peau de part et d'autre de la lésion pour se rendre compte qu'elle ne disparaît pas, et ça vous signe un purpura. Et vous avez ici un purpura, vous voyez, en vibis, ce sont des traits comme ça, et vous avez des purpuras qui sont beaucoup plus sévères. Ça, c'est prénécrotique, d'accord, diffus. Là, vous avez les bulles hémorragiques, il faut savoir ouvrir la bouche des malades. Ça, c'est très mauvais. Quand on a des bulles dans la bouche ou quand on a une hémorragie conjonctivale ou sous-conjonctivale, on sait que c'est très mauvais parce que le risque de saignement dans la tête est vraiment très, très important. Les signes de gravité qui vont nous obliger à hospitaliser un malade sont les suivants. C'est quand le syndrome hémorragique est très important et qu'il y a des hémorragies muqueuses, le fait de faire des gingivorragies importantes, c'est important, c'est grave. Les bulles hémorragiques, les hématomes ou les hémorragies au point de pucure, le biologiste là aussi va vous le dire, quand j'ai fait le prélèvement, ça ne s'est pas arrêté. L'hémorragie rétinienne au fond d'œil, quand la thrombopénie est à moins de 20 000 et quand le malade a un terrain qui pose des problèmes, notamment des prises d'anticoagulants associées, un sujet âgé, taré, débilité. On a moyen d'évaluer le risque hémorragique immédiat par un score. Ce score a été développé par une équipe française, qui est l'équipe de Bertrand Godot, qui a été publiée il y a déjà longtemps et qui est validée par tout le monde, en Europe, aux États-Unis. Et c'est un score qui est très simple, vous voyez, c'est l'âge, la peau, les muqueuses, les organes. Vraiment, c'est simple à réaliser. Et quand on a un score qui est supérieur ou égal à 8, c'est qu'on est dans un cadre de risque hémorragique augmenté, avec un potentiel gravité. Et vous allez voir que ce score, on l'utilise également sur le plan thérapeutique pour déclencher une prise en charge particulière. Donc on a vu la première question qui était assez simple, la deuxième question qui est l'évaluation de la gravité de l'hémorragie. En parallèle, on va démarrer le traitement, forcément, mais aussi on va rechercher le mécanisme de la thrombopénie et rechercher les principales étiologies. Alors pour cela, vous allez me dire, mais moi je ne sais pas faire ça. Si, c'est très simple en fait. Il y a, à mon point de vue, 2 étapes majeures. La clinique, encore la clinique.
Et vous voyez, quand vous avez une splénomégalie, c'est simple. Quand le malade a pris des médicaments dans les 2 mois d'avant qu'il n'avait pas l'habitude de prendre, c'est simple. Quand on a un syndrome infectieux, genre septicémie, ben là aussi c'est simple. On a un syndrome tumoral, ça évoquera une hémopathie. Vous voyez qu'à l'étape clinique, eh ben, vous allez pouvoir faire pas mal le ménage sur le plan des étiologies. Il y a une autre étape qui est très importante, qui est négligée, qui vraiment rapporte beaucoup, qui est de regarder l'hémogramme au complet. D'accord ? Il ne faut pas regarder que thrombopénie, l'ikhrjat warning diminué par le... D'accord ? Il faut tout regarder. Et c'est vraiment très important, parce qu'il ne va pas vous dire que le patient il a une lymphopénie, alors que s'il a une lymphopénie, vous êtes rapidement orienté. Il ne va pas vous dire que le VGM il est 99 ou 100 ou 101, alors que si vous avez un VGM qui est augmenté avec une thrombopénie, ça vous oriente là aussi très rapidement vers ce que vous allez devoir faire. Donc regardez l'hémogramme ligne par ligne, ça peut rapporter gros. Et après, eh bien, il y a des examens qui peuvent aider, mais on va les mettre un petit peu au deuxième plan. Le TP et le TCA fibrinogène, en général, on les regarde parce que ça nous aide beaucoup. Le médulogramme, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à une étape, deuxième ou troisième étape. Et un COMS, une APTO ou un LDH aussi, ça peut avoir un intérêt intéressant. Donc si je vous résume ça en pratique, eh ben, regardez, interrogez vos malades. Vous voyez, regardez ici, interrogatoire. Vous voyez, hein, c'est des questions qui sont vraiment pas compliquées. Examen physique et score hémorragique qui peut être fait à l'étape clinique et c'est très simple. Et surtout, essayez de piocher un petit peu dans l'histoire du patient en essayant de voir une ancienne numération de ce patient où vous allez déjà avoir du 110, du 115 000 plaquettes et vous allez vous dire que c'est un processus finalement qui est relativement ancien. Ce n'est pas quelque chose d'aigu que me fait mon patient. Deuxième étape, une fois qu'on a fait cette étape clinique, on veut avancer un petit peu, vous allez voir que les examens de première intention finalement ne sont pas très compliqués. Hémogramme avec frottis, TP-TCA, électrophorèse protide, les sérologies virales basiques, un bilan hépatique avec une échographie pour la splénomégalie, des antinucléaires qui sont vraiment un test qu'il faut demander facilement devant beaucoup d'anomalies, et un bilan thyroïdien basique. Le médulogramme, vous voyez, il arrive en 3e position, et vraiment, on le fait maintenant de moins en moins, parce que quand on a une clinique strictement normale, quand on a un hémogramme strictement normal en dehors de la thrombopénie, la rentabilité du médulogramme est très basse. Et sincèrement, nous, on en fait de moins en moins en première intention quand on reçoit les malades et qu'on n'est pas orienté. Ça donne ça. Soit on va avoir une thrombopénie périphérique, soit on va avoir une thrombopénie centrale. Et ce qui permet de faire la différence, bien évidemment, c'est le médulogramme. Et vous voyez ici les situations au cours desquelles le médulogramme peut être pathologique. Donc, thrombopénie périphérique, il y a 3 grands mécanismes de thrombopénie. Soit que les plaquettes sont consommées de manière excessive, et c'est la CIVD. CIVD, c'est un contexte clinique simple. Ce sont des malades graves qui sont hospitalisés, voire en unité de soins intensifs ou en réanimation. Il y a une consommation de tous les facteurs de coagulation, TP bas, TCA bas, fibrinogène bas. Donc ce n'est pas un contexte de consultation, on va dire, médecine générale. Pareil, microangiopathie thrombotique. Ce sont des malades qui sont graves, qui font de l'insuffisance rénale, en général en réanimation en médecine interne. La prothèse cardiaque, la CEC, par l'interrogatoire, on démonte ça. Et l'hémangiome géant, par la clinique, on démonte ça. Soit, deuxième contexte, mon malade a une dilution. C'est en général dans le cadre des splénomégalies plus ou moins importantes ou dans le cadre d'une transfusion massive. Et là aussi, le contexte, c'est évident. Vous voyez que uniquement sur une étape clinique, vous pouvez arriver à ça. Et enfin, quand ce n'est pas ça, on va aller sur un contexte plutôt de destruction massive. Et dans le cadre des destructions massives, c'est en général les thrombopénies immunes. C'est une production d'auto-anticorps ou d'anticorps, où on amène des anticorps qui vont détruire les plaquettes. Alors les thrombopénies immunes, là encore, soit le contexte est évident, vous avez une infection virale, vous avez pris un médicament, vous avez été transfusé, c'est évident. La thrombopénie, elle rentre dans ce cadre. Sinon, si tout ça est négatif
et qu'on est dans le cas d'une thrombopénie périphérique, eh ben, on va appeler ça une thrombopénie immune. On vous a enseigné ça à la fac comme c'était le PTI, si vous vous souvenez, ou le PTAI, purpura thrombopénique immunologique ou la purpura thrombopénique auto-IM. D'accord ? On a enlevé ça parce que les thrombopénies immunes ne donnent pas toujours de purpura et elles ne sont pas toujours auto-immunes. Donc d'abord, c'est ma thrombopénie immune, TI. D'accord ? L'ancien PTI ou PTAI, c'est TI parce qu'il n'y a pas toujours de purpura et parce que ce n'est pas toujours auto-immun. Donc, si je me résume, quand on est dans un cadre périphérique, il me reste 4 minutes ? Quand on est dans un cadre périphérique, eh ben, que tout le bilan est négatif, on va parler de thrombopénie immune. On va aller rapidement. Pour le central, eh ben, on va regarder la moelle, et c'est la moelle qui va vous donner le résultat. Je vous rappelle ça vaut le coup de le faire, hein, les B12 et les folates, parce que ça peut, là aussi, rentrer dans ce cadre-là. Ça, c'est pour résumer tout ce que je viens de vous dire, pardon, et ça vous montre que sur un bilan standard, eh ben, vous arrivez, en général, à correctement orienter votre patient. La prise en charge thérapeutique, je vais insister sur les 2 ou 3 prochaines slides parce que c'est globalement ce qui peut être utilisé à votre niveau. Elle est fonction du mécanisme, bien évidemment, de l'importance du syndrome hémorragique, est-ce que je vais agir vite ou pas, de la localisation de l'hémorragie, pronostic vital ou fonctionnel, et bien évidemment du terrain. Ce qui est important, c'est qu'il faut que la transfusion plaquettaire, c'est-à-dire les plaquettes basses, rangibles les plaquettes. La transfusion plaquettaire a des règles. Elle ne doit pas être utilisée chez tout le monde. Et si je vous parle de la thrombopénie immune, par exemple, c'est des patients qui détruisent leurs plaquettes. Si je m'amuse à leur ramener des plaquettes, eh ben, ces plaquettes non seulement seront détruites, mais les peu de plaquettes que le patient il avait vont être encore plus détruites. Donc la transfusion plaquettaire est vraiment réservée aux thrombopénies menaçantes avec un syndrome hémorragique grave, avec des règles d'utilisation. Et il faut être très parcimonieux parce que c'est compliqué à avoir les plaquettes. C'est vraiment très compliqué à avoir. Les précautions nécessaires, c'est bien évidemment les injections, les biopsies, éviter la chirurgie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses chez des malades thrombopéniques chroniques. Regardez, hein, si votre dentiste vous dit le patient il a 35 000 de plaquettes, je ne peux pas le toucher. Si, il peut le toucher, il peut faire ce qu'il veut. La chirurgie ou la grossesse, vous voyez qu'on peut, au-delà de 80 000, si on a au moins 80 000, eh ben, on peut faire ce qu'on veut sur le plan acte chirurgical ou péridural, ainsi de suite, si on en a besoin, sans pour autant aller sur un traitement spécifique. Si on arrive à une thrombopénie, au diagnostic thrombopénie immune, je vais vous donner les règles de traitement de manière très basique. Les objectifs thérapeutiques, eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on est vraiment sur ne pas surtraiter les malades, parce que vous vous rappelez, je vous avais dit à moins de 50 000, ils ne saignent pas. Et en fait, c'est à moins de 30 000 qui ne saignent pas. Et donc, nous, on accepte facilement que les malades soient entre 30 et 35 000 de plaquettes, asymptomatiques, et on les suit, et on n'est pas obligé de les traiter à ce moment-là. Donc, on est sur éviter le surtraitement des malades, et bien évidemment, éviter le risque hémorragique. Et le cut-off thérapeutique raisonnable, c'est 30 000. Donc ne soyez pas étonnés de voir des malades se balader, entre guillemets, avec du 35 000, 40 000 plaquettes, parce qu'on sait ce qu'on fait, qu'on ne veut pas surtraiter les patients. Bien évidemment, ça dépend de beaucoup d'autres choses, hein, de l'âge avancé, des comorbidités, et ainsi de suite. Ça, je vais passer rapidement après, pour voir avec vous les principes thérapeutiques. Les principes thérapeutiques, c'est quand traiter le malade, et je viens de vous dire que l'observation est une alternative qui est très acceptable quand le taux de plaquettes n'est pas inférieur à 30 000. 30 000. Vous savez qu'il y a des enfants chez qui on accepte de rester à 10 000 parce qu'on sait que chez les enfants, au bout d'un mois, ça va être réglé, et on ne veut pas les surtraiter. Le traitement d'urgence, eh ben, c'est quand il y a un syndrome hémorragique, et je vais vous montrer la slide, ça dépend du score hémorragique que je vous ai montré tout à l'heure. Et en général, quand on a une thrombopénie immune, ça va être corticoïde, IVIG, plus ou moins transfusion plaquettaire. Et une fois qu'on a chronicisé la maladie, c'est-à-dire au-delà d'un an, on va aller sur des thérapeutiques les moins agressives possibles au plan toxique et qu'on va pouvoir permettre aux patients de maintenir un taux de plaquettes entre 30 et 50 000.
Donc ça, je passe rapidement, ça c'est le traitement de ligne première d'urgence, hein. C'est corticoïdes par voie orale ou par voie injectable. On donne aussi les immunoglobulines, les IVIG, c'est le traitement de choix des enfants, des femmes enceintes pour éviter les effets secondaires des corticoïdes. Ça permet une rémission dans 30 à 40% des cas. Et pour revenir au score hémorragique, quand je vous le disais tout à l'heure, à moins de 8, le score hémorragique n'est pas très important, c'est une hémorragie mineure, on traite par voie orale. À plus de 8, c'est un syndrome hémorragique majeur, on va mettre corticoïdes IVIG. Et quand le pronostic vital est mis en jeu, eh ben là, on met tout d'un coup. Et ça permet d'économiser pas mal, notamment en IVIG, parce que c'est précieux. Les traitements de deuxième ligne, c'est la splénectomie ou d'autres thérapeutiques maintenant. On peut en discuter si vous avez des questions à poser. Le schéma thérapeutique, c'est à plus de 30 000, on s'abstient, d'accord ? À moins de 30 000, on traite en fonction du score hémorragique et ça donne ça. Première ligne, corticoïde, ça permet de soigner les malades dans 30% des cas. Dans 70% des cas, on passe à une deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle une corticodépendance ou une corticorésistance. Et là, on choisit entre la splénectomie, les anti-CD20 et les agonistes des récepteurs des TPO, ou on remet les corticoïdes qui peuvent permettre de gagner une petite dizaine de pourcents de malades. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est toujours un plaisir de vous entendre, Madame Tiazi. Donc, je passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, il y a une question là-bas au fond. Au fond. Bonjour, docteur Zoubida. Ça va? J'ai deux cas cliniques et une question. Le cas clinique, premier, c'est un patient de 75 ans, très actif, qui a une maladie de Ménière, mais à chaque fois, bon, il fait des infections urinaires à répétition. À chaque fois qu'on le met sous traitement antibiotique, il fait des thrombopénies. Je le suis. Première NFS, deuxième NFS, troisième NFS, quatrième NFS. Donc, à partir de quel taux de plaquettes on peut arrêter l'antibiothérapie? Deuxième cas clinique. C'est toujours le même antibiotique? Oui. Changer d'antibiotique. Non, déjà, avec la maladie de Ménière, vraiment... Les taux de plaquettes, ils baissent à combien? Après ce topo, donc il ne baisse pas trop. Parce il est à plus de 50 000 110, ouais. Il passe à 190. Regardez même pas. Donc, regardez même pas. OK. Faites attention quand même. Hein. Je m'excuse. Ça s'appelle une immunisation, une réimmunisation, ainsi de suite. Et au bout d'un certain moment, il va vous faire des thrombopénies un petit peu plus importantes. Hein. Parce que... c'est la même... Oui, mais bon, peut-être la troisième, quatrième. Enfin, voilà, soyez vigilants. Et moi, je changerai d'antibiotique après. Et une fois on arrête l'antibiothérapie, ben ça... Deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique est un patient qui a déjà fait, il y a 10 ans, un infarctus du myocarde. Maintenant, il en fait un autre. Il est polymédicamenté. On doit lui faire une coronarographie. On a des taux de plaquettes très bas. Combien? 28 000, moins 2. Donc, à partir de quel taux on peut lui faire... C'est toujours pareil, c'est pourquoi il a 28 000 de plaquettes. Et s'il a 28 000 de plaquettes, c'est peut-être une raison pour aller chercher une cause et traiter la cause. Si on reste sur une thrombopénie immune, à 28 000 de plaquettes, s'il ne saigne pas vraiment et que j'ai besoin juste de passer la période du geste opératoire, ben soit je vais utiliser un traitement ponctuel pour monter les plaquettes, j'éviterai de le transfuser en plaquettes, je donnerai soit un petit shot d'immunoglobuline. On a d'autres moyens de faire monter les plaquettes de manière ponctuelle avec maintenant les agonistes des récepteurs des TPO. Mais là, vraiment, je me poserai la question pour me dire pourquoi il a 28 000 plaquettes. C'est ça vraiment la vraie question que je vais poser. On a cherché. Merci beaucoup. On a tout cherché. On a tout cherché. Il y a une pour question la question, deux cas cliniques et une question. Bon, à partir de quel taux on peut parler de pancytopénie? Parce que des fois, on a les 3 lignées qui sont diminuées. Mais ça, la pancytopénie, c'est les taux que vous donnent les laboratoires. Hein. Il faut être très vigilant. Dès que vous avez un taux de lymphocytes qui va être inférieur à 1200, 1500 en fonction des labos, dès que vous allez avoir une hémoglobine à moins de 12, et dès que vous allez avoir un taux de polynucléaire neutrophile à moins de 4000, il faut y aller. Hein. Ça veut dire qu'il faut aller regarder ce qui se passe.
Ça peut être une splénomégalie, n'empêche. Deux questions, on arrête. S'il vous plaît, j'ai reçu une patiente au cabinet pour désir de grossesse. Elle est jeune, diabète type 1, sous insuline. Quand j'ai fait le bilan, j'ai trouvé une anémie sévère avec des plaquettes à 24 000 et des transaminases élevées. Comment? Pour un désir de grossesse. Le bilan suivant, j'ai demandé les sérologies hépatiques où je me suis arrêtée là. Est-ce que je peux... Il faut y aller quand même. Hein. Là, il n'a pas de syndrome hémorragique du tout. Tant mieux pour elle, elle n'a pas de syndrome hémorragique. On va juste essayer de comprendre pourquoi elle a cette anémie sévère et elle a une thrombopénie sévère. 24 000, oui. D'accord, dans ce cadre. Et surtout, s'il y a un désir de grossesse, il va falloir la soigner pour la mener avec un taux acceptable de plaquettes pour mener sa grossesse. Donc, il faut vraiment la prendre en charge, cette patiente. Deux messages à vous passer. Quand vous avez une bicytopénie comme ça, anémie et plaquettes, soit la patiente a saigné, et donc à cause de ces plaquettes, et elle a fait baisser son taux d'hémoglobine dans le cadre d'une anémie fériprive par saignement chronique, soit vous êtes plutôt dans un cadre humain, et vous pouvez avoir une anémie hémolytique auto-immune ou une thrombopénie immune, et ça vaut vraiment le coup d'explorer ce genre de patient. Hein. Je veux dire, il ne faut pas s'arrêter là. Est-ce que je l'envoie ou alors je demande un bilan? Vous allez garder mes diapos. Vous pouvez faire la première ligne des bilans. Et si vous y arrivez, vous avez un diagnostic, soit vous arrivez à vous en sortir et c'est très bien. Sinon, à ce moment-là, effectivement, le backup, il est toujours là pour vous prendre vos patients, vous le savez bien. Mais enfin, je veux dire, il faut la prendre en charge sérieusement. Et à 24 000 de plaquettes, vous n'êtes pas obligé de la traiter si elle ne saigne pas. Hein. Vous pouvez, j'ai rien fait, vous pouvez la surveiller. Une dernière question, oui. Femme enceinte, mise sous aspirine pour prévention de la prééclampsie et chez qui on découvre une thrombopénie. Est-ce qu'on arrête immédiatement l'aspirine ou bien on continue? C'est toujours pareil en fait. C'est pourquoi la thrombopénie? C'est toujours pareil. C'est toujours pourquoi la thrombopénie? Et si vous êtes à plus de 50 000 taux de plaquettes, vous n'arrêtez pas l'aspirine parce que l'aspirine est très importante chez elle. Vraiment très importante chez elle. Donc, je ne dis pas arrêter systématiquement l'aspirine quand on a une thrombopénie. Plus de 50 000, vous pouvez garder l'aspirine, surtout si vous êtes loin du terme. D'accord ? Et encore une fois, il faut faire attention chez la femme enceinte à la cause de la thrombopénie, parce que certaines complications de grossesse peuvent démarrer par la thrombopénie. Une petite prééclampsie, ça peut démarrer par une thrombopénie. Il faut être vigilant. Je ne peux pas ne pas donner la parole à une personne qui a été décorée par Sa Majesté. Merci. Bonjour madame. S'il vous plaît, si on a un taux de plaquettes bas, c'est-à-dire comme vous dites à 30, oui. Quel est l'intervalle de temps pour recontrôler? Et est-ce que les laboratoires ne peuvent pas se tromper sur ce taux? Et quand est-ce qu'on demande la sérologie hépatique? J'aurais bien aimé reprendre mes diapos et vous allez les avoir à votre disponibilité. Première question, c'était s'assurer de la thrombopénie. C'est-à-dire, quand vous recevez 30 000, et que le malade ne saigne pas, d'abord vous vous dites, est-ce que mon biologiste a regardé ou n'a pas regardé son frottis? Et si je veux être tranquille, je reprélève avec un autre anticoagulant, notamment le citraté. D'accord? Et si vous avez un bon biologiste, il a regardé et il va vous dire taux de plaquettes contrôlé. Et avec ça, vous pouvez y aller, vous pouvez démarrer. Quand est-ce que je demande les sérologies hépatitiques? Les sérologies hépatitiques font partie du bilan de première intention, même si la pêche est très mauvaise, même si on trouve rarement de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Hein, mais ça fait encore aujourd'hui partie du bilan de première intention qu'on demande. Et au bout de combien vous recontrôlez? Vous n'avez a priori pas besoin de contrôler si vous êtes sûr que le biologiste vous a bien dit taux de plaquettes contrôlé. Donc, Miradit Club, patient, le bilan de première ligne d'Yelon, hein, sur ce qu'on a vu, le PP, la TSH, ainsi de suite, à ce moment-là, vous pouvez redemander un taux de plaquettes à ce moment-là. Et c'est possible d'être tombé sur une virose
qui se soit accompagné d'une thrombopénie et qui remonte derrière. Merci, Madame Tazi. Merci à vous et félicitations pour les organisateurs et merci pour l'invitation encore. Hein. Bon,